Allô, allô! Alors, c'est dans le studio mobile qu'on démarre une nouvelle semaine de vlog. On est le vendredi 11 juillet, pause repas et ben voilà, je viens de terminer mes lectures de la semaine, je viens de clore le dernier vlog et ben j'ai toujours pas, en fait j'ai toujours pas, je vais respirer un peu, mais j'ai pas de nouvelles lectures pour le moment en cours et j'ai aucune idée de ce que je vais faire de ma semaine côté lecture. Euh, Je sais que peut-être que je vais essayer de vous faire une vidéo spéciale comme tout le monde fait, mais je vais peut-être faire un petit bilan de l'année, là, donc je vais peut-être pas faire le Mid-Year Book Freak Tag, Mid-Year Book Freak Tag, c'est ça? Mid-Freak Year, non, ça doit être le Mid-Year Book Freak Tag, mais bref, un bilan de l'année, ça se peut que j'essaie de vous tourner ça, puis ça sera peut-être en vidéo à part. Je vais essayer de voir si je peux le faire. Puis sinon, ben, on a encore des canicules qui s'en viennent, donc potentiellement un petit peu moins de marche, course dehors, mais de la lecture à la maison. Est-ce que je pourrais me dire que dans les prochaines semaines ou pour l'été, je vais essayer de lire un livre papier complètement sans avoir de changement de support, puis après ça, le restant, je fais comme je veux. Je sais pas. C'est plus par curiosité, parce que dans le dernier vlog, c'est pour ça que voyons, pour moi, c'est clair, mais peut-être que pour vous, ce l'est pas. Dans le dernier vlog, j'ai lu un livre papier au complet sans changer de support, puis c'est très rare maintenant que je fais ça. Puis je me suis rendu compte que c'était super chouette, l'expérience est différente, mais c'est vraiment pas évident pour moi parce que je suis super habituée maintenant, quand je commence une lecture, d'avoir moins d'interruptions que si quand je lis en papier. C'est-à-dire que c'est sûr que si jamais je fais des déplacements, ben, je continue avec la version audio, si je fais des tâches ménagères, si je dois marcher et tout. Donc, ça me permet d'avoir une expérience un peu plus immersive que quand je lis un livre papier pendant la semaine. Si je lis un livre papier la fin de semaine, c'est différent là, parce que je peux quand même y consacrer des heures en continu, mais pendant la semaine, ben, je travaille, donc comme tout le monde. Donc, puis le soir, souvent, je suis fatiguée, j'arrive pas nécessairement à me concentrer super longtemps, donc je peux pas vraiment lire des longues périodes euh, avec ma semaine. Donc, souvent, ça fait des lectures morcelées, puis j'ai l'impression que ça atteint quand même pas mal euh, mon implication, disons, dans ma lecture. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est un petit peu, pas une curiosité, peut-être que je pourrais essayer quand même. Je vais voir, sans en faire un dogme, puis que ça devienne, ça fasse en sorte que je m'auto-génère une fan de lecture parce que je ne veux pas nécessairement aller dans un livre papier. C'est dur quand même, les livres papier que j'ai pas nécessairement le potentiel de les avoir en livre numérique ou livre audio. Ça arrive, mais c'est pas si courant. Donc, je sais pas, je vais voir. C'est peut-être ça qui va se passer, mais peut-être pas. Alors, comme Seul l'année nous le dira, on va pas trop tergiverser. Puis allez, on va se lancer le tout. Famille d'une petite fille spécifiquement à 3 moments, donc à un âge très jeune, dans sa jeunesse, à un âge plus avancé et dans une consultation avec un Hey, psy. coucou vous autres! Alors, on est le samedi 12 juillet et je suis revenue du boulot. J'ai fait quelques petites commissions parce que mon copain est sur la trotte. Fait que là, je me suis dit, oh, je vais faire des petites commissions. Puis j'ai décidé de. J'ai encore été faible et j'ai décidé de racheter des mini brands book. Mais je ferai pas encore une fois. Pour ceux qui savent pas, la référence est dans le dernier vlog. Je ferai peut-être pas un événement de ça là-dedans, mais ça se peut que je vous montre le résultat si jamais. Mais par contre, je suis passée encore à la friperie, la librairie Renaissance. Pas celle d'habitude, mais celle où je suis allée la semaine dernière. Et j'ai décidé de me lâcher lousse, comme on dit, pour les livres d'occasion. Mais avant de vous présenter ça, je voulais vous dire que j'ai finalement une lecture audio. J'ai un peu tergiversé, j'étais pas sûre. Je m'enlignais vraiment pas pour ça, mais finalement, je suis comme tombée dessus parce que j'ai regardé, j'ai exploré. Il y a des sélections qui sont faites en fait sur une application que j'ai qui permet d'emprunter et d'écouter des livres audio en anglais par le biais des bibliothèques auxquelles je suis abonnée. Et cette plateforme-là, en fait, nous propose des listes thématiques qui sont créées par des bibliothécaires. Et il y en avait une sur plusieurs types de romans policiers, puis il y en avait qui c'était des détectives au féminin. Puis bon, je suis tombée par hasard sur celle-là, puis ça m'a allumé un petit quelque chose. Donc, c'était sur une série de Francine Matthews, qui sont les mystères de Mary Folgers à Nantucket. J'étais là, ouf. Puis, je vais vous mettre la couverture. Ben, tantôt, je vais vous la mettre, vous allez voir, c'est horrible, genre la version audio, là. Mais genre, horrible de chez horrible.
J'ai ces vieilles couvertures-là de chez Recorded Books. Puis là, je sais que c'est superficiel, mais comme vous allez comprendre pourquoi. J'ai encore plus outrée par le fait que c'est horrible. C'est que Francine Matthews, c'est l'autrice dont le nom de plume est Stéphanie Baron et qui a écrit les Jane Austen Mysteries, que j'ai adoré, que je vous recommande vraiment chaleureusement et qui sont super bien écrits, vraiment bien faits et tout. Donc, c'est ce que j'avais comme repère. Puis là, je tombe sur ça. Bon, tu sais, ça se passe à Nantucket. C'est comme, je sais pas, ça, de façon superficielle, ça a l'air de pas mal être un genre de roman à formule qui exploite les structures classiques pour faire en sorte qu'un genre de cozy mystery qui se passe à Nantucket en plus aille chercher un super grand lectorat féminin de préférence. Mais comme c'est Francine Matthews, alias Stéphanie Baron, j'étais comme curieuse. Fait que là, j'ai décidé de le commencer. Donc, la série, c'est ça. C'est les fameux mystères de Mary Folger. Et le premier tome, c'est Death in the Off-Season. Le titre de merde. Ça ressemble un peu au titre de Hamish Macbeth. En fait, c'est le même principe, presque. Donc, je m'attends potentiellement à ce genre d'histoire-là. Une espèce de cozy mystery et tout. Bon, j'ai commencé à l'écouter, puis finalement, c'est super agréable jusqu'à maintenant. C'est pas un cozy mystery, mais peut-être en partie. Parce que de ce que je comprends, c'est que une enquête va être menée par une policière, une légitime policière et quelqu'un qui est concerné par, en tant que tel, le cas, l'enquête, mais qui va décider de mener l'enquête de son côté, donc en partie peut-être cozy mystery. Donc, ça se passe sur l'île de Nantucket. On va y suivre Mary Folger, qui s'appelle, je pense, Meredith, et qui est détective dans la force policière de l'île de Nantucket et qui, en fait, être policier, c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Son père est le directeur du poste de police encore et son grand-père était l'ancien chef de police. Et elle, dans le fond, c'est quelque chose qui l'intéresse vraiment, mais c'est la seule femme encore au commissariat de police. Puis, non seulement le fait que, bon, c'est la fille du chef de police, puis en plus, c'est une fille, ben, elle a quand même fallu on sent qu'il a fallu qu'elle ajoute des coups un peu pour prouver qu'elle est capable de le faire. Puis là, c'est le premier cas qu'elle va mener, la première enquête qu'elle va mener comme détective. Donc, elle vient d'être promue comme détective et c'est la première fois qu'elle va faire son enquête. Et ça tombe sur une enquête qui... concerne, je ne vais pas nécessairement dire tout, je pense, parce que je ne vais pas vous divulguer. En même temps, ça arrive que dans le premier et 5e du livre, mais je pense que c'est écrit dans la 4e. Oui, c'est écrit dans la 4e. Bon, je vous en parler d'abord. Donc, qui concerne une des grandes familles, les Estivaux. Les Estivants, en tout cas, les gens qui viennent de façon estivale sur l'île de Nantucket, donc des grosses propriétés, mais qui ne sont pas nécessairement là à l'année. Donc, c'est les Mason. Et les Mason, ben, en ce moment, celui qui a le domaine s'appelle Peter Mason. C'est un des fils qui a acheté les terres, puis qui est un peu, on dirait, il a l'air un peu excentrique, mais genre, il cultive des canneberges, il y a des moutons. C'est comme pas tout à fait typique de ce que je semble comprendre de cette espèce de vie-là, de ceux qui sont là à l'année, donc qui sont les vrais qui habitent sur Nantucket, qui partent pas quand la saison devient morne et qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Et en fait, ce qui va arriver, c'est que le jour du début de la récolte des canneberges, qui se fonctionne par inondation des terres, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, ça flottouille, puis là, il ramasse ce qui flotte. Il y a un jeune adolescent du coin qui semble avoir vécu quelque chose de terrible un peu dans sa vie personnelle, qui s'en va pour aller aider, est engagé en fait pour aider pour la fameuse récolte et qui va tomber malencontreusement sur un cadavre qui est noyé en fait dans la terre inondée où il y a la récolte des canneberges. Joyeux début de journée. Et sur le coup, il a l'impression que c'est le propriétaire, donc Peter Mason, qui est en fait quelqu'un que lui estime beaucoup puis avec qui il s'entend super bien, même s'il est plus vieux que lui et tout. Et bien finalement, ça s'avère être son frère, donc le frère de Peter Mason, qui est une espèce de personne qui semble personnellement non grata dans sa famille, qui n'ont pas vu depuis 10 ans. Donc voilà. Donc, Mary Folger, la détective, va se lancer dans l'enquête avec ça. Et évidemment que elle, c'est quelqu'un qui est très... elle veut faire ses preuves, elle a l'air de bien travailler, elle ne fait pas des coins ronds. Mais ça implique quand même une des grandes
genre famille de la communauté. Fait que là, ben, j'imagine qu'il va falloir qu'elle fasse attention pour pas marcher trop sur les orteils de la famille Mason. Et le fameux Peter Mason, ça le triture un peu, cette affaire-là, parce que il se dit que potentiellement, c'est peut-être lui qui était visé plutôt que son frère. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, j'aime bien, c'est bien écrit. Jusqu'à maintenant, je suis rendue presque au 5e, c'est assez vraiment toute seule. Comme je vous dis, on évite quand même un peu les clichés. Ça veut dire que c'est du familier pour, mettons, Small Town. Là, c'est plus Petite Île. Donc, on est quand même dans cette espèce de dynamique-là, que tout le monde se connaît et tout. Mais jusqu'à maintenant, c'est pas, tu sais, il y a quand même des personnages qui sont plus distinctifs, qui ont l'air d'avoir chacun des histoires on sent qu'on va apprendre potentiellement à découvrir au fur et à mesure. Ça sent l'histoire de Secret de famille et tout ça. Mais bon, j'étais curieuse, je l'ai commencé. Alors voilà pour ça. Et là, je suis allée acheter des choses à la friperie en usagé. C'est très drôle. Tout d'abord, j'ai acheté, ça fait super longtemps que je résiste de lire ces livres-là. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais eu l'impression que je serais interpellée. Bon, je parle ici de l'autrice Donna Leon, qui est une Américaine, mais qui vit en Italie, à Venise, oui, depuis super longtemps. Fait que dans notre tête, elle propose en fait des romans policiers qui mettent en scène la commissaire Brunetti. Et donc, c'est le premier tome de sa série, excuse-moi, et qui s'intitule, avec le reflet, et qui s'intitule Mort à la Fenice. Donc, voilà. Donc, première enquête. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a toujours intriguée, mais en même temps, je n'étais pas sûre que j'allais aimer ça parce que ça se passe en Italie. Mais ça m'a toujours intriguée. Fait que je me suis dit, ben, arrête de niaiser. Je suis dans le mode de découverte des fois d'autres auteurs de romans policiers. Fait que pourquoi pas. Donc, je vais lire mon premier Donna Leon éventuellement avec ce livre-là. Je lis la 4e rapidement. Fin d'entracte à la Fenice. Les minutes passent, le silence devient pesant. Le directeur du théâtre a du mal à maîtriser sa voix. Y a-t-il un médecin dans la salle? Le maestro a été assassiné en pleine représentation. Aussitôt dépêché sur les lieux, le commissaire Brunetti conclut rapidement un empoisonnement au cyanure. Dans les coulisses de l'opéra, il découvre l'envers du décor. Donc, c'est le commissaire Brunetti, mais je ne sais pas si c'est juste parce qu'à l'époque, les traductions ne féminisaient pas les titres. Je ne sais pas. Bref, voilà pour ça. Ensuite, je suis restée dans des pas classiques, mais ça m'a intriguée parce que ça fait longtemps, je pense que j'avais lu les adaptations BD de ces livres-là. Puis j'ai un de mes collègues qui m'a parlé, parce qu'on parlait des adaptations BD justement de ces classiques-là cette semaine. Puis là, ben, il m'a dit « Ah oui, mais il faudrait vraiment que tu le lises et tout. » Puis fait que là, je me suis dit pourquoi pas. Je suis tombée dessus, c'était vraiment un hasard. Il n'est pas en super état, mais bon, c'était pas grave. Là, c'était le fameux classique 120 rue de la Gare de Léo Mallet, donc ici chez Pocket. Si je me souviens bien, c'est ce qui a un peu lancé le roman noir français. Alors, c'est parti pour la 4e. Burma avait pris ses 8 mois de captivité en Allemagne comme de longues vacances. Libéré en 1941, il regagne Paris et son agence Fiat Lux en sommeil depuis le début de la guerre. Pas pour longtemps. À la halte de Lyon, une fusillade éclate et son ex-collaborateur Colomer est abattu sous ses yeux. Il lance dans un dernier cri « Patron, 120 rue de la Gare !» Adieu la morne tranquillité du stalag. D'où Colomer, éternel fauché, tenait-il le fric retrouvé sur lui? Comment connaissait-il Montbrison, une star du barreau, réfugiée en zone libre? Que faisait sur les lieux cette jeune femme en trench coat, sosie de l'actrice Michelle Morgan? Dès sa toute première enquête, Nestor Burma apparaît tel qu'il deviendra légendaire, trop humain, désavoué par la police, drôle et flegmatique, rêveur et toujours génial dans ses déductions. A priori, ça me tente super gros. Je sais pas, c'est le visuel des BD, je vous le mettrai, là. C'est par Tardy, mais Tardy, des fois, si ça dépend son trait, ça me parle pas toujours. Puis je pense que c'est juste pour ça que ça m'a un petit peu, je sais pas, ça me maintenait un peu à distance. Donc, celui-ci. Pour rester dans les Cozy Mystery, puis ça, je l'ai fait en pensant à toutes ces booktubers qui l'ont lu. Puis moi, je me suis vraiment refusée à lire parce que, je sais pas, ça avait l'air d'être un peu une copie, en tout cas une réécriture pas nécessairement assumée de la série très commerciale de Joanne
Fluke, pardon. Donc, c'est mystère et genre biscuits au chocolat et tout ça. Donc, il me semble que c'est chocolate chip cookie mystery, quelque chose comme ça. Puis, dans le fond, là, cette fois-ci, disons que les prémices se ressemblent, mais c'est pas nécessairement la même chose, mais il y a beaucoup, beaucoup de points communs. Et c'est la série de H.Y. Anna, donc L'été meurtrier d'Oxford. Puis là, ben, je l'ai trouvé en français, je l'aurais potentiellement lu en anglais, mais bon, c'est pas grave. Je pense que là, c'est en auto-édition. Je pense qu'elle a d'abord été auto-éditée, puis maintenant, je pense qu'elle a été éditée chez, je sais pas si c'est chez Hauteville, je me souviens plus. Bref, voilà. Donc, ceci. Et c'est, mon Dieu, c'est une très grande quatrième de couverture. Préparez-vous! Gemma abandonne son emploi prestigieux pour rentrer à Oxford et réaliser son rêve, ouvrir un salon de thé traditionnel anglais. Pour ce faire, elle doit dépenser toutes ses économies, retourner vivre chez ses parents et supporter sa mère autoritaire qui joue les entremetteuses. Mais elle en est persuadée, c'est pour la bonne cause. La preuve, ses affaires sont déjà en plein essor, jusqu'à ce qu'elle découvre un jour, en ouvrant sa boutique, qu'un touriste américain a été tué par l'une de ses fameuses cônes. Gemma se retrouve plongée au cœur d'une mystérieuse affaire, présentant des liens inattendus avec l'université d'Oxford. Ses propres années d'études sur place reviennent la hanter lorsque le séduisant inspecteur du CID, chargé de l'affaire, s'avère être son ancien amour d'université. Entre les vieilles commères de son village qui se mêlent de tout et la chatte effrontée de son chef pâtissier qui terrorise sa clientèle, Gemma ne sait plus où donner de la tête. Une affaire de meurtre n'est jamais bonne pour les affaires, surtout quand les clients se mettent à penser que vos scones sont mortels. Le nombre de victimes augmente et le salon de thé de Gemma risque bien de faire faillite. Parviendra-t-elle à trouver le tueur avant que les choses ne tournent sérieusement au vinaigre? C'est vraiment la prémisse de la série Joan Fluke. C'est juste que ça ne se passe pas à Oxford, mais il y a des super gros parallèles. Bon, écoutez, si c'est super bien écrit, c'est bien correct. Voilà, j'ai un peu peur, mais il était vraiment pas cher. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté un livre qui m'intriguait depuis sa sortie. J'aurais pu juste l'emprunter à la bibliothèque, mais là, il était en super état, puis ça me tendait vraiment de le découvrir. Alors, c'est un petit roman québécois pour ados qui s'appelle Direction Saint-Creux-des-Meumeux, donc de Sandra Dussault, et c'est chez Québec Amérique. Alors, c'est parti. Je sentais la panique monter en moi. Mais qu'est-ce que c'était que cet endroit? Ça pue, Denise, c'est affreux! Elle s'est tournée vers moi et m'a refait le coup du sourire par en bas. C'est normal, Johan, ce sont des fermiers. Des fermiers? Comme dans des fermiers qui vivent sur une ferme, avec des vaches, des poules et des cochons? C'est pas vrai, j'ai murmuré. Allez, c'est juste pour quelques mois. D'ici la fin de l'été, ton père ira mieux. On va l'aider à se reprendre en main. Et puis, ben, ça va te faire du bien, la campagne, l'air frais. L'air qui sent la bouse, oui. Donc, c'est l'histoire, si j'ai bien retenu, c'est l'histoire d'un jeune ado qui doit quitter sa maison parce que son père est alcoolique et que ça va pas très bien, donc il va être placé en famille d'accueil. Et il va se ramasser dans une famille d'accueil qui est sur une ferme, puis là, ben, ça va être à son corps défendant, mais je pense qu'il va avoir des rencontres assez marquantes. Donc, québécois, bien hâte de découvrir. Et ça, je l'avais déjà lu, mais je l'ai trouvé à l'état neuf, là, je trouve ça bien cute. C'est cette fameuse Sarah Anderson que j'aime beaucoup. Ça, c'était des petits strips qu'elle faisait. Je pense je ne sais pas si elle les publiait tous en ligne, mais je sais qu'elle a fait plusieurs recueils de ça. Donc, c'est ce personnage-là qui est une étudiante en art visuel qui se refait un peu sa vie et tout, et qui décide de... Ben, en fait, on la voit dans le fond dans son quotidien, puis plus ça va, puis plus ça va aborder beaucoup l'anxiété. Puis ça ressemble un petit peu à ça ici à l'intérieur. Puis j'ai toujours trouvé ça super intéressant, vraiment bien fait, puis vraiment juste. Donc, voilà. Puis en plus, j'ai réalisé que vous ne le verrez pas, là, mais c'est en petit doux ici, en petit velours. Fait que ça, j'ai déjà lu, c'est juste que je mets dans ma bibliothèque. Alors, voilà pour ce book haul surprise. Je vous montrerai peut-être le résultat si j'ouvre mes petites boîtes de livres, de mini-livres, mais je vais juste faire un coucou qui finalement est un très long coucou pour vous dire que j'étais en train de lire le fameux Francine Matthews. Malheureusement aussi, j'ai regardé, puis il ne semble pas avoir été traduit en français. Je sais pas, c'est sûr que peut-être que c'est un roman à formule aussi, donc on verra comment ça va, mais à mon avis, le niveau de langue ne sera pas très, très élevé, fait que peut-être que dans le fond, ça risque d'être plus en langage commun. Donc, peut-être que pour ceux, si jamais moi j'aime ça, puis que je vous en parle, ça vous intrigue, puis vous avez envie de lire, ben, à mon avis, ça pourrait être quand même une lecture qui peut bien se
se recevoir, se décoder, même si notre niveau de lecture en anglais n'est pas toujours top, parce que c'est assez, je sais pas, on se sent assez fluide. Alors voilà, ben écoutez, à tout bientôt! Hey coucou! Alors, on se reprend, on est mercredi. La semaine a avancé vite. Puis j'ai pas lu vite. En fait, ma lecture en cours a pas tant avancé, même si techniquement, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Sauf que je l'ai vraiment juste écouté en audio parce que je n'avais pas accès à ni version papier ni version numérique. Puis je me suis rendu compte que finalement, il faisait très chaud, j'avais d'autres trucs en cours, j'ai profité de passer du temps un peu avec mon copain et tout. Puis ça n'a juste pas avancé aussi vite que prévu, mais je l'ai terminé. Donc, terminé le fameux Death in the Off-Season de Francine Matthews, aka Stéphanie Baron, que j'ai connue plus pour ses romans policiers historiques qui mettent en scène Jane Austen avec un fond de recherche biographique. Et ma foi, ça m'a bien plu. Donc, il ne faut pas oublier que ça, c'est ses premiers romans qu'elle a fait. Puis, de ce que j'ai lu après, finalement, c'est qu'elle travaille pour le FBI ou la CIA. Je me souviens plus. Je pense que c'est FBI. C'était un pari, en fait, pour elle d'écrire ce roman-là. Elle avait décidé de le mettre sur l'île de Nantucket parce que, bon, elle connaissait ça un peu, puis elle avait envie de faire, justement, un roman policier, peut-être avec une structure un peu plus traditionnelle. Puis, c'était un pari qu'elle a fait. Puis, finalement, il s'est avéré que ce roman-là, qu'elle avait, le premier, donc celui que je viens de lire, qui était un peu sans prétention, qu'elle n'avait pas l'intention, elle avait fait ça juste parce que, bon, ben, quelqu'un l'avait un petit peu dit, ben, fais-le, puis elle avait fait, OK, je vais le faire, puis pas game, oui, je suis game. Et finalement, ça a tellement eu de succès qu'elle a continué à écrire, puis qu'elle a fini par quitter son emploi, aller au FBI pour devenir autrice à plein temps. Donc, c'est quand même cocasse. On part ici vraiment sur une structure, comme je vous disais, plus traditionnelle, plus aussi doudou, je dirais, entre guillemets. Pas parce que les crimes sont pas sordides, mais quand même, c'est quand même du cozy crime, je dirais. Pas du cozy mystery, mais du cozy crime. Et l'intrigue se déroule à un rythme relativement moyen. Donc, il y a des choses qui se passent. La mise en place est un petit peu longue, mais c'est le premier tome d'une série, puis après ça, les personnages reviennent, donc c'était à prévoir. Mais je dirais que l'enquête débute vraiment seulement à partir de peut-être la moitié. Donc, soyez patients si vous commencez, mais c'est pas que c'est pas intéressant. Là, on apprend à découvrir qui est en lien avec qui, quel est le passé de quelqu'un, puis on comprend comment ça peut avoir peut-être un impact sur la situation. Mais une fois que l'enquête est là, ben, ça va être une enquête entre une policière, comme je vous disais, qui travaille sous la direction de son père au poste de police, ce qui n'est pas sans avoir des difficultés, parce que son père, évidemment, c'est sa fille, il veut la protéger, mais en même temps, il ne veut pas être accusé de favoritisme. Donc, il fait tout pour qu'elle soit comme juste pas impliquée dans des cas, puis elle est juste comme, ben, je suis capable de l'expérience et tout ça. Et ça va être son premier cas, évidemment, donc tout ce que ça implique de premières expériences, premières décisions, quand je pose des questions, à qui je les pose et tout ça. Puis elle est à l'aise, mais en même temps, on sent vraiment que c'est les débuts. Mais elle va quand même suivre plus une structure standard.
Cela dit, ce qui n'est pas standard, puis ce qui fait un peu cozy crime, c'est qu'il y a un des personnages secondaires principaux, disons, une des personnes qui est au centre de l'enquête, donc le fameux Peter Mason, qui va finalement, comme je vous disais, il allait faire son enquête pour lui-même pour savoir ce qui est arrivé à son frère, pourquoi c'était arrivé à son frère. Et ben, dans le fond, il va devenir un petit peu comme son helper officieux. Et il va se développer potentiellement un lien entre eux autres, mais c'est très léger, là. En fait, c'est pas... c'est plus un lien de complicité puis de confiance, mais en même temps, elle est comme mal être prise parce que il est au cœur de l'enquête qu'elle mène, puis ben, elle veut pas non plus se laisser aveugler par des considérations comme ça. C'est quelqu'un qui est assez carré et tout, donc c'est ça. Puis on est vraiment dans une... Ben, c'est une île dans laquelle les gens majoritairement sont fortunés, ceux qui ont réussi à avoir des maisons là, parce que évidemment il y a eu l'inflation et tout ça, le coût des maisons a augmenté. Donc on est quand même dans une dynamique de le fameux frère de Peter qui est décédé, c'était quelqu'un qui faisait partie aussi d'un genre d'empire financier, donc la famille Mason qui avait une compagnie et tout ça. Donc on est vraiment dans aussi une espèce de différence de classe, dans le sens où la policière, donc Mary, ben, sans être quelqu'un qui n'est pas fortuné, mais elle n'a pas nécessairement grandi dans le côté fortuné ou empire financier. Puis il y a une espèce de petit halo de la famille riche, non, et tout ça. Donc, c'est quand même intéressant, parce qu'il y a une petite différence aussi au niveau des classes. Il y a aussi le fait que, comme je vous disais, Mary, c'est la seule femme policière là, donc il y a encore le côté un peu fermé, misogyne, potentiellement des gens dans l'île en disant « Ah, t'es juste venu pour poser des questions », mais tu sais, comme personne ne pense que d'emblée, elle serait celle qui est responsable de l'enquête. C'est une enquêtrice qui se remet en question dans le sens où elle a un passé particulier, sa mère a vécu des choses difficiles, puis ça fait en sorte que son père, qui est le chef de police, a l'impression qu'elle est potentiellement sensible, trop sensible peut-être, puis que le fait qu'elle a ce métier-là, ça va trop l'atteindre, puis ça pourrait la détruire au bout du compte, personnellement. Fait qu'elle est un petit peu dans le côté de non, mais je suis capable de le faire, en même temps, elle est consciente qu'elle est sensible. Puis dans le fond, ça va être sa façon, ce roman-là, en fait, c'est une manière aussi de en arriver à accepter comment elle fonctionne finalement, qui fait en sorte que dans le fond, elle va mettre à profit aussi ses perceptions qui sont peut-être un peu plus intuitives ou un peu plus émotionnelles, puis qui vont faire en sorte qu'elle va peut-être poser aussi les bonnes questions au bon moment ou faire des déductions que si on avait une approche qui était plus tough, ça ne serait pas quelque chose qui pourrait être possible nécessairement. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. En fait, les personnages, je les ai trouvés vraiment intéressants. L'intrigue, je l'ai un peu vu venir. On est vraiment plus dans qu'est-ce qui est formule, comme je vous dis, qui implique un empire financier, la mort de quelqu'un qui est un héritier. Bref. Évidemment, là, les motifs majeurs pour des crimes sont pas mal présents, on peut dire ça. Je disais les, pas juste un motif. Puis, j'ai bien aimé le côté... c'est une enquête simple, mais pas tant, parce qu'il y a quand même des profondeurs, mais je veux dire, la façon dont elle est menée, comment elle est proposée au lecteur, c'est-à-dire comment on nous mâche, en fait, le contenu de l'histoire, les personnages, leur passé, comment ça avance dans le présent, comment nous, lecteurs, par le biais d'interactions entre les personnages, on va finir par apprendre les choses nécessaires pour faire en sorte qu'on en vienne à la conclusion que l'enquêteur ou l'enquêtrice va justement, en fait, à laquelle l'enquêtrice va venir aussi. Donc, on est quand même conscient du moment, je trouve, où on nous transmet de l'information qui est intéressante. Mais c'est pas mal fait. On est juste content. En fait, pour moi, je le perçois plus comme une structure simple. Donc, c'est fait justement pour pas qu'on ait à se casser la tête, mais on ne sait pas non plus dès la page 3 qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est pas maladroit, c'est pas on s'en fout, là. Puis, ça prend pas non plus une tendance, disons, finalement, c'est juste un fond de roman policier, puis on tombe juste dans la romance. Ou, c'est vraiment un roman policier de type traditionnel, à structure simple pour la narration puis la divulgation d'informations. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. J'ai aimé vraiment ce que la plume promettait. Donc, ça me rend quand même curieuse de lire potentiellement le 2e tome de cette série-là. C'est ça, pour voir comment ça a évolué entre son premier roman et le suivant. Puis c'est le fun pour moi, je trouve, de lire comme les débuts de la fameuse Stéphanie Baron, qui a fait complètement autre chose, mais qui était rendue ailleurs au niveau de l'écriture, bien entendu, parce qu'elle était dans une écriture qui devait être historiquement correcte, disons. Et donc là, on est vraiment ailleurs dans celui-là. Donc au final, j'ai vraiment beaucoup aimé. Désolée pour l'interruption, là. Je suis
dans la pièce principale, donc il y a des allées-venues. Voilà, donc lecture sympathique, vraiment, ça m'a donné envie. Si jamais ça vous dit, par contre, je suis pas certaine que c'est traduit. Il me semble que j'ai vu 1 ou 2 tomes peut-être traduits, mais c'est vraiment plus sa série sous le nom de Stéphanie Baron qui a été traduit en entier. Mais sinon, c'est très simple comme niveau d'anglais. Donc, si jamais vous voulez le tenter, c'est sympathique. Vraiment, j'ai bien aimé ça. J'aime bien le caractère de Mary. C'est Mary dans le sens de Meredith, là, pas Mary comme Marie. Donc, Mary, la fameuse jeune policière en devenir. Donc, ben voilà, je vais sans doute poursuivre la série. Sinon, ben écoutez, on est déjà pas mal avancé dans la semaine, puis je t'ai juste proposé une lecture. J'ai l'impression que là, ça a donné une semaine comme ça, mais c'est la vie, il y a des semaines comme ça. Puis, ben, si je lis autre chose, je vais vous revenir, mais je sais pas trop comment je vais faire pour que ce vlog-ci vous propose un peu plus que juste une histoire, parce que jusqu'à maintenant, même là, si j'en commence une, je vais peut-être lire une autre lecture d'ici peut-être vendredi, mais je sais pas combien d'autres que je vais pouvoir faire, donc on verra bien. À bientôt! Et nous revoilà pour notre petite conversation de midi, studio mobile style. Finalement, j'ai vraiment tergiversé encore. Là. Je pense que je suis pas en panne de lecture cette semaine, mais comme c'est pas super. En même temps, on est comme en giga canicule, puis c'est comme au ralenti dans toutes les sphères de ma vie, sauf le boulot parce qu'on n'a pas le choix. Mais bref, j'ai eu de la misère, j'ai commencé plein de trucs. Là, je me disais que j'allais commencer d'autres policiers, je savais pas trop. Puis j'avais comme envie d'avoir quelque chose qui était pas campagnard, mais si j'avais pu trouver en version audio, mais ça n'existe pas en version non abrégée, de Cazalet Chronicles, donc la saga des Cazalets de Elizabeth Jane Howard, je me serais peut-être lancée là-dedans. C'est quelque chose de même, une saga un peu upstairs, downstairs, qui se passe en Angleterre. Finalement, je me suis rabattue. Et puis là, ben, je me commets parce que je l'ai pas encore, je sais pas, je continue, mais je n'étais pas sûre si j'allais le tenir, mais je vais lire Mansfield Park de Jane Austen, évidemment. Je lis en livre audio avec une narratrice que j'adore, puis je dis toujours que je l'adore, celle-là, en tout cas, elle a vraiment, en plus, elle a un prénom qui dans ma tête, ne fait pas penser à l'âge de la narratrice. Elle s'appelle Wendy quelque chose, je pense. Puis il faudrait que je pense à Wendy comme dans le film Hook et que c'était une grand-maman qui s'appelait Wendy. Mais bref, c'est une voix un peu plus âgée qui fait penser presque à la voix de Miss Marple, de Joan Hickson, l'actrice, quand elle fait Miss Marple. Vous connaissez mon amour pour ça. Donc, j'aime vraiment beaucoup la narration et heureusement. Parce que Mansfield Park, ça fait partie des Jane Austen que j'ai pas lues, dont je connais l'intrigue principale, puis que j'ai vu de loin juste des petits moments d'adaptation en film ou télévisuel, mais sans plus. Fait que, puis, ben, dans le fond, ça va assez lentement. Dans le fond, on est vraiment dans le classique de Jane Austen, puis ce qui fait que j'aime l'écriture de Jane Austen, c'est son côté un peu cynique. Là, c'est sûr qu'on est vraiment... Le deuxième degré est très subtil. En même temps, on comprend vraiment qu'elle va rire d'une certaine société. En gros, on va y suivre, dans le fond, 3 sœurs, entre autres, une qui a été comme bien mariée, malgré peut-être des origines un peu plus modestes, et 2 autres sœurs, donc une à qui on a comme forcé la main pour qu'elle se marie à un clergyman, un homme de foi, un homme d'église, pardon, et une autre qui a décidé de se marier. En fait, je ne dis pas qu'elle était moins de moyens. Je pense que c'était quand même des filles de gentilshommes, mais tu sais, la famille n'était pas si riche que ça. Et puis l'autre, dans le fond, elle a décidé de se marier à un militaire qui s'est avéré être quelqu'un qui n'était pas super fiable finalement. Donc, ça sent un peu quand même les classiques comme dans Orgueil et préjugés, mettons. Et c'est Madame Price. Et elle a eu
une pléthore d'enfants, puis à un moment donné, ben, elle finit par piler sur ça. En raison du fait qu'elle s'est mariée comme ça, sans regard, sans égard à ce que la famille aurait voulu qu'elle fasse et tout, ben évidemment, la famille a coupé les ponts et tout ça. Puis, mais à un moment donné, elle apprend sur elle, puis elle écrit à ses sœurs en disant, ben, tu sais, j'ai vraiment beaucoup d'enfants, j'en attends un autre, puis je me demandais si peut-être quelqu'un d'entre vous pouvait m'aider, peut-être pour la suite des choses. Donc, la femme de l'homme d'église qui habite, dans le fond, dans le parish, donc je sais pas c'est quoi en français vraiment la traduction de ça, mais comme pas le diocèse, mais en tout cas l'endroit desservi par l'homme d'église est sur le terrain de la sœur aînée qui est bien mariée, donc qui est sur le Mansfield Park, donc le domaine Mansfield. Et ça se trouve là, donc les deux sont quand même assez proches. Puis celle qui est la femme du clergyman, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu beaucoup d'argent parce que son homme d'église n'était pas tant riche. Puis elle est devenue comme peigne à la longue. Mais en même temps, elle est comme elle veut bien paraître. Fait que là, elle va aller voir sa sœur pour dire, elle nous a écrit, puis là, on devrait s'en occuper, mais ça devrait être vous qui vous en occupez, parce que, tu sais, moi, mon mari est malade, vous voyez un peu genre. Si bien que ils vont demander de, comme, prendre en charge l'éducation de l'aîné. Ben, il y a un garçon aîné, puis la fille aînée de la sœur Price, qui s'appelle Fanny. Donc, Fanny Price. Fanny Price, qui, genre, à comme 8 ans ou 10 ans, va être complètement déracinée de chez elle. Puis, désolée si vous entendez ça, mais aujourd'hui, c'est des averses comme ça. Quand je dis averses, c'est plus des déluges soudains. Là, fait que le bruit que vous entendez, c'est la pluie. Donc, Fanny Price va se ramasser catapultée au sein de la maison de Mansfield Park, avec toujours en tête, comme la société de l'époque le voulait, qu'il y a une certaine différence parce qu'elle, c'est comme ce qu'on appelle une poor relation. Donc, quelqu'un de la famille qui n'a pas de moyens puis qui est juste accueilli par genre charité. Donc, ils ne font pas travailler comme une domestique, mais tu sais, c'est comme à la limite. Elle n'aura pas nécessairement. Elle va avoir un peu d'éducation, mais ils ne vont pas en faire d'elle une femme accomplie. Blablabla. Là, on va la suivre et elle va grandir. Et elle va toujours avoir une très bonne relation avec le plus jeune garçon de la famille qui l'accueille. Ça va devenir un peu comme son grand frère, puis quelqu'un à qui elle a vraiment confiance et tout. Puis, bien évidemment, ils vont commencer à grandir. Puis là, lui, il est un peu plus vieux qu'elle et tout. Puis, il va arriver un nouveau pasteur. Puis, il va arriver des proches de ce pasteur-là qui inclut un jeune homme et une jeune femme. Puis là, bien, tout ça va se mêler. Fait qu'on est vraiment là-dedans, le côté genre mariage arrangé, convention de la société et tout. Puis ben on se doute que Fanny Price va comme se faire un peu ramasser dans tout ça, en espérant que ça se termine bien, j'espère. Mais on est vraiment dans une pas pire brique quand même, là, Mansfield Park. Là, je lis en édition de poche, un peu à l'ancienne, mais même en édition de poche, ça fait, c'est ça, 574 pages. 574 pages. Donc, quand même. Fait que là, je suis un peu audacieuse de commencer ça maintenant parce qu'on est jeudi. Techniquement, d'habitude, je finis mon contenu le vendredi. Là, je vais essayer de terminer le samedi. Ça serait le fun que je vous en parle dans ce vlog-ci, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps. Donc, je voulais juste vous dire que je suis rendue là-dedans. Et que la version originale anglaise du livre audio, il y en a plusieurs, mais celle que j'écoute, je vais vous mettre la vignette sans doute ici. Puis je vais vous mettre le nom de la narratrice, mais si jamais vous écoutez l'anglais, ça vaut vraiment la peine. Ça demande un peu plus de concentration quand même parce que tu sais, c'est Jane Austen, fait que là, il y a comme une foison de personnages. Puis il y en a en plus des personnages qui sont importants, genre la famille qui accueille Fanny Price versus les nouveaux qui arrivent, là, le jeune homme et la jeune fille qui arrivent, qui sont comme des parents avec le pasteur. Il y a une autre famille qui se ressemble, puis là, on dirait que j'ai mélange tout le temps. Mais bon, c'est pas grave, je vais y arriver. Fait qu'à date, ça va, j'ai comme ça en arrière-fond. C'est très estival pour moi. Alors voilà, ma lecture en cours. Sinon, hier, j'ai lu un livre que j'avais vu passer en album et que j'ai jamais pu lire finalement, puis je l'ai lu en numérique. Donc, ça s'appelle L'enfant orchestre. Et c'est de Fanny Rainville et Élodie Duranceau, il me semble, aux éditions Fonfon. Donc, je vais remettre quelques petites images. On va retrouver Elisabeth, qui est une petite fille qui, dès sa naissance, va avoir quelque chose d'un peu singulier, c'est-à-dire qu'il va comme avoir une trompette qui dépasse de sa poche. Puis la trompette va toujours faire poète-poète au moment les plus inopportuns, mais bon, ça va rester comme ça. Puis de plus en plus, ça va la chatouiller dans sa poche et tout. Puis à partir de l'âge de 5 ans, là, elle va commencer à avoir plus qu'un instrument. Là. Puis ça va commencer à prendre vraiment beaucoup de place. Là. Puis là, ça va commencer à faire poète-poète, toin-toin un peu partout, tout le temps.
Puis évidemment que ça va déranger les autres. Puis elle fait pas exprès parce que c'est son orchestre, il sort tout seul dans le fond d'elle-même. Donc plus ça va aller, plus on va la voir à l'école, comment en grandissant, les gens veulent plus être avec elle parce qu'ils sont comme, mais arrête de genre faire du bruit, non, non, non. Puis il va y avoir une petite révélation à la fin, une espèce de résolution à la fin où elle va finir par aller pour la première fois voir jouer un orchestre, un vrai, pas celui qui est en elle. Et elle va avoir une révélation par rapport à ça en lien avec le chef d'orchestre qui a peut-être un petit quelque chose de spécial aussi dans sa poche. C'est un album qui fait référence au syndrome Gilles de la Tourette. Puis la métaphore, ben c'est ça, c'est l'orchestre caché pour l'analogie pour les tics et tout ça. Puis j'ai trouvé ça super touchant. Les illustrations sont vraiment belles. Comment ça a été représenté, que ça déborde, puis qu'au début, elle arrivait à la cacher dans sa poche, mais que là, comme l'orchestre devient de plus en plus grand, ça finit par sortir. Et tout ça, c'est vraiment en lien avec le développement potentiellement du syndrome de Gilles de la Tourette, c'est-à-dire de ceux qui l'ont, mais de quelle manière ça va popper un peu plus, puis comment ça peut... comment ça a un impact sur la vie de ces gens-là, alors que ça ne les empêche pas techniquement de fonctionner, mais c'est plus que socialement, c'est vraiment compliqué. Puis c'est aussi le côté que la plupart du temps, quand les gens vont faire de la musique, mais si j'ai bien compris, ou une activité artistique, je me souviens plus si c'est juste la musique, mais en fait, les symptômes de Gilles de la Tourette arrêtent. D'ailleurs, je ne sais pas si vous saviez, mais Billie Eilish, la chanteuse populaire américaine, a syndrome de Gilles de la Tourette et visiblement, quand elle chante, c'est quelque chose qui sort pas. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Si jamais ça vous dit, on est quand même dans quelque chose de, c'est une histoire assez standard, puis oui, on voit un peu arriver, on se doute un peu qu'il va y avoir potentiellement un peu d'espoir pour elle vers la fin. Puis c'est pas non plus, elle se fait rejeter, mais c'est pas non plus, ça va pas trop loin dans le rejet. Donc, je pense que ça peut aller avec un âge quand même assez jeune pour le présenter. Je trouve que c'est une belle façon d'amener ça, puis c'est une façon qui est quand même relativement positive parce que si c'est un orchestre qu'elle traîne en elle qui est dérangeant, c'est quand même positif parce que techniquement, c'est considéré comme sa propre musique à elle plutôt que de juste comme un tic. Quand on dit un tic, c'est comme péjoratif et tout ça. Donc, j'ai trouvé que c'était super bien abordé. Les visuels sont sympathiques, un peu tout rond, un peu tout tendre, puis avec les symptômes qui sont rose flash, là, juste pour dire que ça paraît. Mais en même temps, c'est comme touchant et tout. Donc, vraiment, si ça vous dit, c'est un super bel album. Je pense que en longueur, peut-être que 3 ans, c'est un peu jeune, mais je pense que même des 4 ans, dépendant de la concentration, on pourrait déjà l'amener pour aussi sensibiliser les enfants si jamais quelqu'un a des manifestations du syndrome de Gilles de la Tourette. Mais même pour un adulte, c'est super touchant. Parce qu'en fait, si on ne savait pas que c'est Gilles de la Tourette, on aurait compris que c'est sa différence qui se manifeste. Mais dans le fond, ça pourrait s'appliquer un peu à n'importe quelle différence, à mon avis. Bien, pas n'importe quelle, mais beaucoup de différences qui, quand on fait quelque chose qu'on aime et qu'on est concentré dessus, ça va s'atténuer. Je pense que ça le fait aussi souvent avec les gens qui sont bègues. Donc voilà, je voulais juste vous en parler parce que c'est très beau. Un petit album que j'ai lu comme ça au vol hier soir. Puis je voulais vous en parler, mais j'avais un peu la flemme. Donc, voilà, c'est chose faite. Et puis, maintenant, je vais devoir retourner à mon boulot, qui est un boulot en librairie aujourd'hui. Donc, je vais aller me replonger dans la sélection à faire. Et puis, je vous reviens dès que je peux. Et bonjour! Alors, ma tête est cheveux du matin. Hein? Stylé. Ouh! Non, pour vrai, je vous prends avant d'aller courir, donc d'où le... N'est-ce pas? Et je vous prends avec les fenêtres ouvertes. Juste vous dire que, je sais que c'est parfait comme ça, mais en tout cas, on a les petites victoires qu'on peut. Ce matin, il faisait 15, donc on a ouvert les fenêtres. Bon, ça ne durera pas, mais c'est pas grave. Je suis bien excitée. Il n'y a aucun air climatique qui fonctionne dans la maison pour le moment. Puis là, c'est de l'air frais qui vient dehors. Puis là, si vous entendez quelqu'un qui a un bruit à l'arrière, c'est le voisin qui a décidé à 7h15 de couper des arbres, mais c'est la vie. Donc, je vous reprends parce que, écoutez, j'ai super bien avancé en livre audio à la lecture hier. Donc, de Mansfield Park, de Jane Austen. Il me reste, je pense, peut-être 200 pages, si je me fie. Je ne sais pas si vous allez le voir, parce qu'il y a toujours ma face, mais comme ça. Environ 200 pages. J'aime bien, c'est lent. C'est lent, mais là, bon, en fait, c'est vraiment... si je cherchais justement un rythme plutôt alambiqué, un peu justement là, victorien potentiellement, où est-ce que ça me prend vraiment beaucoup de temps pour exprimer les choses, où il y a vraiment beaucoup de
de convenance, de malentendus, d'empêchement de tourner en rond. C'est sûr que c'est ce que dépeint, c'est la société que dépeint Jane Austen dans Mansfield Park particulièrement, puis elle met vraiment l'accent là-dessus parce que dans ce roman-là, en fait, il se passe pas grand-chose à part des malentendus qui sont liés aux préjugés de la société par rapport aux classes, qui sont liés à des caractères qui sont pas super dans une famille. Il y a toujours des gens qui sont pas super top. Donc, évidemment que le personnage de Fanny Price, c'est un personnage qui est donc indulgent et bienveillant et candide et tout ça. Donc, c'est sûr que c'est un peu comme l'archétype de l'ingénu un peu, puis que même si elle vit des abus, entre guillemets, ben pas entre guillemets, elle vit des abus, des distinctions de classe qu'elle devrait pas vivre, est quand même toujours aussi bien. Il y a le côté un peu triangle amoureux. Il y a beaucoup ça. Là-dedans, c'est gros X aime Y qui aimait Z, mais qui finalement préfère A, mais A et Z finalement sont pas d'accord que X. Vous voyez un peu genre. Et je pense qu'à date, les deux moments importants de ce roman-là sont une tentative de pièce de théâtre et un bal surprise, mais ça a pris 300 pages pour juste présenter les personnages, que la situation évolue pour que ça arrive. Juste vous dire. Fait que c'est pas un reproche jusqu'à maintenant, mais c'est quand même assez lent. Mais si vous cherchez quelque chose qui est très... ça fait vraiment comme... Je sais pas comment l'expliquer. Pour moi, le côté victorien estival, il fait chaud. On peut pas... tu sais, à cette époque-là, ben les gens pouvaient pas tant se dévêtir. Il fallait juste qu'ils vivent au ralenti, dans le fond, puis qu'il y ait des petites ombrelles, puis qu'ils prennent leur temps, puis il y avait beaucoup trop de temps pour se poser des questions et tout ça. C'est jusqu'à maintenant parfait. Donc, je suis pas sûre d'aimer tant Fanny Price. On peut pas vraiment la détester, là, c'est comme un personnage vertueux, là, mais justement, elle est un peu lisse, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Je sais pas s'il va y avoir quelque chose. C'est quand même Jane Austen. Jane Austen prend rarement les choses au premier degré. Absolument, quand elle fait une histoire, c'est justement pour dénoncer quelque chose. Donc, je sais pas où elle va aller. Puis, de ce que j'ai lu, Mansfield Park a été écrit après qu'elle ait écrit Orgueil et préjugés, puis Raison et sentiment. Donc, techniquement, c'est considéré comme une œuvre qui est plus aboutie. Donc, j'imagine qu'il y a quelque chose qui va arriver un petit peu plus là-dedans. Bref, je poursuis ça. Sinon, hier, j'étais en librairie, comme vous avez pu voir. Et, en fait, pendant ma pause repas, quand j'ai eu fini de vous jaser, j'ai eu le temps de lire un album que justement j'hésitais à acheter ou pas, puis finalement je l'ai acheté pour la bibliothèque, mais ça s'appelle Coup de foudre. C'est de Jean-Baptiste Drouot, c'est chez Les Fourmis Rouges. C'est vraiment cool. C'est vraiment comme une allégorie moderne sur fond de codes qui sont liés à des contes. Donc on est dans un royaume, ou le royaume de l'Ouest et le royaume de l'Est. Et dans le royaume de l'Ouest, visiblement, c'est mené par des cochons, mais c'est pas mentionné, c'est juste que visuellement, on voit que c'est des cochons, mais il y a nulle part où c'est indiqué que c'est des cochons. Ok, juste vous dire. C'est un royaume où tout le monde est bien, il y a une famille royale super gentille, mais dans les enfants, il y en a un qui est vraiment pas du monde, puis malheureusement, c'est cet enfant-là qui va devenir le roi. Et dès qu'il va devenir roi, il va dire « Moi, je vais aller envahir le royaume de l'Est parce que je vais avoir tout leur territoire. » Dans le royaume de l'Est, ça ressemble à des chiens un peu afghans, on dirait. Leur poing, c'est genre museau pointu, grands cheveux, un peu frisoutés, bruns, bref. En tout cas, juste pour vous donner une représentation un petit peu, de toute façon, je vais vous en mettre des petites illustrations. Et encore là, c'est un royaume où tout se passe bien. Il y a une famille. En fait, la famille royale, c'est seulement la reine avec sa fille. Je pense que le roi est décédé, je me souviens plus. Mais bref, elle l'élève seule. Et sa fille, malheureusement, elle n'est pas très gentille. Genre, elle est vraiment comme... elle exige tout le temps et elle a des réactions vraiment extrêmes. Puis dès qu'elle va être couronnée, puisqu'éventuellement elle va être couronnée, elle va dire « Moi, il n'est pas question qu'on garde juste le royaume de l'Est, je vais aller envahir le royaume de l'Ouest. » Vous voyez un peu? Et puis là, les deux armées vont se préparer, mais ils vont arriver sur le bord. C'est un royaume qui est séparé par une rivière, un fleuve, un cours d'eau. Et là, ils vont dire « Ouais, ok, mais comment on envahit l'autre côté si genre on peut pas aller dans l'eau? » Fait qu'ils essayent plein d'affaires, ils se disent on va faire passer des chevaux, mais ça passe pas, on va catapulter des gens de l'autre bord, ça passe pas. Puis finalement, ils reçoivent des grands conseils, puis ils se font dire là, moi, vous savez, un conseiller du roi, puis un conseiller de la reine, vous savez que moi, je pourrais peut-être vous construire un édifice qui ferait comme un lien entre les deux. En gros, c'est un pont. Et ils vont dire ça va, mais moi, dans le fond, j'ai juste une partie comme de l'expertise, mais mon collègue qui est en royaume genre de l'Est, de l'Ouest, peu importe, a l'autre partie d'expertise. Fait que si vous me permettez, je vais juste me rassembler avec cette personne-là, puis on va pouvoir vous construire ça en 2 semaines. Fait qu'ils vont finir par faire une alliance. Les deux côtés, ils vont faire en sorte que le pont se construise super vite parce qu'ils ont vraiment hâte d'aller se battre, puis d'envahir l'autre côté.
et le pont va être bâti. Et quand vont s'élancer les armées sur le pont, il va se passer un événement perturbateur et en fait une surprise, un revirement de situation que je vous dis pas parce qu'il va falloir aller lire. C'est excellent. J'avais connu Jean-Baptiste Drouot dans... Il me semble que c'était Jean-Michel. Jean-Michel va chercher du pain. Je me souviens plus. Je vais vous mettre mais bref, il a vraiment un bel humour. Puis ces personnages sont toujours des personnages animaliers, mais qui agissent comme des humains. Donc c'est vraiment de l'anthropomorphisme. Puis celle-là, je trouve ça vraiment cool parce que c'est vraiment le classique du dilemme de l'humain. Puis comment ça se termine, c'est encore plus cocasse. J'ai adoré ça. Ça s'appelle Coup de foudre, mais c'est un coup de foudre. Non, c'est un coup de cœur. Pour vrai, vraiment, vraiment, ça vaut la peine. Les Fourmis Rouges, c'est une maison d'édition d'albums qui sont toujours un petit peu plus, qui sortent un peu plus de l'ordinaire. Ils sont peut-être un petit peu moins connus grand public. En tout cas, au Québec, ils sont moins connus grand public. Souvent, c'est sûr que sont un peu moins connus. Leurs prix sont un petit peu plus élevés parce que c'est une moins grosse maison d'édition, mettons, que des maisons comme École des loisirs ou Gallimard Jeunesse, qui, malgré le fait qu'ils sont des grosses maisons d'édition, maintiennent les prix élevés, mais je veux dire, ils ont un plus grand pouvoir d'achat, donc souvent, on pourrait s'attendre à ce que leur prix soit plus bas. Les Fourmis Rouges, souvent, ça va être des formats atypiques, un peu plus petits, un peu plus gros, mais tu sais, c'est sûr que le prix est un petit peu plus élevé, mais ça vaut la peine d'explorer cette maison-là si jamais vous voulez. Vous aimez des choses qui sortent de l'ordinaire, donc j'ai adoré ça. Donc voilà, Coup de foudre en fait, le titre, Coup de foudre, c'est un coup de cœur, de Jean-Baptiste Drouot chez les Fourmis Rouges. Alors, lisez ça, ça vaut vraiment la peine. Alors, sur ce, je vais arrêter de tergiverser puis je vais aller courir parce que j'ai pas vraiment couru de la semaine parce qu'il faisait comme 40 puis je sais qu'il y en a qui le font. Puis c'est super, puis je vous envie, mais moi je suis pas capable. Donc je vais aller courir. Puis je vais sans doute vous reprendre seulement quand je vais avoir terminé Mansfield Park. Puis je vais essayer d'avoir une tête moins lyonnesque. Allez, bye bye! Hey, coucou! Alors, je vous prends une dernière fois dans ce vlog-ci. On est le samedi, fin de journée, et j'ai pris une drôle de décision. C'est-à-dire que j'ai décidé d'aller courir après le travail, puis je pensais qu'il faisait frais, puis il faisait comme frais, mais finalement, quand je revenais à la maison, je me suis rendu compte qu'il faisait 27, puis il faisait un peu trop chaud pour moi. Fait que vous excuserez si je suis comme peut-être pas top, parce qu'on dirait que j'ai de la misère à récupérer un peu. Je me suis juste trop poussée. Ben, j'ai pas tant couru, mais c'était juste trop pour moi. Bref, je vous reviens parce que j'ai terminé. Oui, quand même, en 2 jours. 2 jours? 2 jours, quand même. 2 jours et demi? 2 jours et demi. Donc, Mansfield Park de Jane Austen. Et ma foi, c'était bien. C'est pas mon Jane Austen préféré. C'est vraiment un Jane Austen tranche de vie. Je pense qu'il faut l'approcher comme ça. Ça me faisait un peu penser à... Ben, ouais, un peu quand même. Un peu à la longueur peut-être de Mrs. Dalloway dans Virginia Woolf. Les choses se passent relativement lentement, puis ensuite, il y a des moments qui s'enchaînent assez rapidement sur certaines choses. On est vraiment dans un roman où la société a une emprise sur tout. On propose un peu aussi une vision sur, justement, on souligne un peu par la présence puis l'impact de certains des personnages principaux, disons. Secondaires, principaux, en tout cas. L'impact de le côté un peu hypocrisie, faux semblant de la société, dans le fond, la bourgeoisie ou les nobles, en fait, de l'époque. Et donc ça, c'est intéressant. Mais je pense que ce qui n'a pas fonctionné avec moi, c'est que cette fameuse Fanny Price, j'ai pas été capable de connecter avec. Je l'ai pas détestée. On peut pas détester la vertu, là, comme je vous disais. C'est un personnage qui se peut pas. En même temps, je pense que ce qui m'a un peu désarçonnée, c'est qu'absolument, Jane Austen, en tout cas dans ce que j'ai lu, elle nous avait vraiment habitués à un ton plus clairement cynique ou clairement un ton plus clairement, voyons, comment on peut dire ça? Un peu plus comme un commentaire sur la société que dans celui-là. Là, dans le fond, je me doute que c'est pour dénoncer, puis c'est sans doute en faisant quelque chose d'assez... une représentation assez fidèle de ce qui pourrait se passer dans ce qui aurait pu se passer dans n'importe quelle des familles de cette époque-là. Donc, vraiment mettant l'accent, comme je vous disais, sur le principe du poor relation. Donc, dans une famille qui est bien nantie, quand on va accueillir quelqu'un
qui n'a pas de moyens chez soi, puis que ça donne que la personne qui n'a pas de moyens, c'est aussi quelqu'un qui est bien tombé dans le jeu de cartes, ben, qui est mal tombé dans le jeu de cartes de la vie au niveau d'être nanti ou pas, mais qui est bien tombé concernant des valeurs profondes, puis sa façon d'être et tout ça. Donc, on travaille là-dessus, les faux-semblants, tous les travers de tout ce qui est discrimination de classe, la notion aussi de mariage d'amour, mariage arrangé. La fin est un peu particulière parce qu'on dirait que l'autrice s'adresse directement au lecteur un peu pour dire, ben en fait, voici ce qui techniquement va se passer. Puis il n'y a pas rien d'hollywoodien là-dedans. Il n'y a pas nécessairement qu'est-ce que le lecteur aurait aimé qu'il se passe, mais en fait, c'est pas vraiment crédible finalement. Donc, elle a sacrifié qu'est-ce qui pouvait être plus satisfaisant pour le lecteur en y opposant le fait que dans la vraie vie, les choses se terminent pas toujours aussi... En même temps, il y a quand même quelque chose de relativement bien, là, mais on dirait que j'avais pas retenu... Mais tu sais, en même temps, peut-être que dans Pride and Prejudice, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Puis je pense que c'est aussi très tranche de vie jusqu'au dénouement final. Puis c'est juste que nous, comme personne, comme lecteurs, on s'accroche à certaines personnalités, à certains personnages. Puis c'est ce qui fait qu'on trouve ça intéressant. Puis dans, mettons, Pride and Prejudice, ben il y a Elizabeth Bennet, puis il y a M. Darcy, puis ils ont du caractère. Puis dans le fond, dans Mansfield Park, c'est comme si on suivait Jane dans Pride and Prejudice, qui est lisse, qui est douce, qui est gentille, qui est enrageante de gentillesse. Puis qui, si elle n'était pas née dans une famille qui était relativement bien nantie, même si elle n'a pas de moyens parce que, dans le fond, son père ne peut pas léguer sa propriété à ses filles, donc eux autres n'ont pas beaucoup des grosses dots. Mais tu sais, si l'espèce de jonglerie du destin n'était pas bien tombée pour elle, elle aurait pu se ramasser dans une situation comme on décrit dans Mansfield Park. Et elle l'aurait sans doute vécu avec beaucoup de très humblement, très docilement, très secrètement. Puis j'ai l'impression que ça fait peut-être, je sais pas si je me trompe, mais c'est sûr que j'imagine que ça fait un peu référence aussi peut-être à la sœur de Jane Austen, qui s'appelait Cassandra, je pense, qui avait l'air d'être un peu ce personnage-là, un peu plus doux et lisse, puis qui a perdu très tôt quelqu'un qu'elle aimait beaucoup, en fait, qui était son fiancé, puis qu'après ça, elle s'est toujours comme un peu dévouée et tout. Donc, je pense qu'on joue beaucoup avec ça, mais ça fait en sorte que comme c'est ce type de personnage-là, autant au féminin qu'au masculin, parce que l'autre personnage qui est un petit peu au centre de tout ça, c'est quand même un homme qui est le cousin de Fanny Price et qui aussi est le modèle vertueux un peu de la genre masculine. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que on souligne aussi que là-dedans, dans le fond, même les hommes qui sont vertueux ont leur travers, tandis que la fameuse Fanny Price, on a l'impression qu'on n'en a pas. En même temps, Jane Austen nous fait quand même, comme justement, j'imagine que comme j'arrive à vous en parler comme ça devait être ça son objectif, nous faire rendre compte à quel point un personnage lisse comme ça peut vraiment faire abuser d'elle dans une situation comme ça. Puis comme quoi, en fait, c'est peut-être mieux quand c'est pas si lisse que ça. Mais je sais pas quoi penser de Mansfield Park. J'ai trouvé que on est vraiment dans... on peut fermer les yeux puis on y est. C'est de la description, on peut voir les images dans notre tête, puis c'est vraiment tranche de vie. C'est vraiment... on sent la chaleur estivale, on sent la solitude hivernale à Portsmouth quand, à un moment donné, Fanny Price y va. On sent tout ça. On est vraiment dans l'intériorité des personnages, les réflexions. C'est juste que les personnages qui sont présentés, j'en ai pas trouvé tant qui sont attachants parce que pour moi, il manquait justement ces petits bouts-là qui... Même ceux qui étaient pas caractériels, mais qui semblaient avoir un potentiel de sortir un peu des ornières, ils étaient finalement juste du côté comme un peu des méchants, donc des gens qui sont un peu vains, finalement. Alors, donc, c'était pas super intéressant, tandis que dans d'autres Jane Austen, ben, il y a quand même... il y a des personnages qui sont vraiment juste vains, mais il y en a d'autres qui ont une apparence douce, mais qui rapidement comprend qu'il y a des petites choses qui dépassent, puis c'est ça qui est intéressant. Donc, j'ai moins retrouvé ça dans Mansfield Park, donc c'est pas mon préféré, mais c'est pas grave, je l'ai lu, je l'ai écouté, pardon,
Puis une chose que j'ai écoutée, comme je vous disais encore une fois, cette narratrice-là, puis j'ai encore oublié son nom, puis c'est pas Wendy son nom. Il me semble que c'est... Ah, j'ai encore oublié. Wando, je pense, son prénom. Bref. Mais la voix était parfaite, puis l'interprétation était parfaite. Puis une chance qu'elle était là pour me faire passer à travers tout ça parce que c'était super intéressant. J'avais vraiment l'impression d'y être. J'avais l'impression que je faisais une méditation assistée, puis que je me retrouvais à cette époque-là, puis qu'on me racontait, puis que j'étais comme assise sur une chaise dans cette maison de campagne-là, puis que, ben voilà, je regardais la vie passer. Fait que, ben voilà, c'était ma lecture, ma dernière lecture de ce vlog-ci. Ben, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous avez déjà lu Mansfield Park et d'autres Jane Austen, puis est-ce que vous avez eu une impression particulière par rapport à Mansfield Park. Chacun a une impression qui lui appartient, là, bien sûr, c'est juste mon ressenti à moi, puis ça engage personne d'autre, là, mais je serais bien curieuse de voir si vous avez eu un peu cette impression-là par rapport à Mansfield Park. Est-ce que vous avez des favoris de Jane Austen? Donc, voilà, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Alors, ben, sans plus tarder, on clôt le tout ici. Ben, j'espère que vous allez avoir des superbes lectures dans les prochains jours, prochaines semaines. Puis on se dit à la prochaine!